Tour de Madame Grollet. Merci, Monsieur le maire. Voilà, un autre son de cloche d'une autre opposition, parce que quand vous dites mon opposition, en fait, il y a deux partis dans cette opposition, dans cette minorité, il ne faut pas l'oublier de le dire. Les élus n'ont pas eu ces informations que vous venez de nous transmettre en amont, donc je dois un peu réagir à chaud et seulement s'appuyer, comme je l'ai fait, sur vos interviews, enfin le compte-rendu de vos interviews au Fleuve, on pourrait presque parler d'un feuilleton dans les médias. Vous dites, j'ai hérité d'une situation catastrophique avec des marges financières quasi nulles, Metz est en surendettement, ce qui laisse un cadre financier très contraint. Eh bien ça n'est pas une surprise. Les conseillers d'opposition n'ont cessé de faire cette analyse d'un emballement de l'endettement qui vient de nous être présenté et de l'alourdissement des charges de fonctionnement au travers de certains investissements qui génèrent après des charges annuelles. Les budgets, les délibérations sont accessibles à tous, alors où est la surprise ? Comprenez que nous soyons perplexes. Avant le premier tour, votre adjointe, Madame Agamemnon, disait qu'elle ne partageait pas vos valeurs. Alors est-ce que c'est maintenant vous qui ne partagez pas ces valeurs, du moins celles de l'ancienne mandature ? Nous sommes aussi perplexes de voir que votre sévérité méritée envers l'ancienne gestion, socialiste macroniste, ne s'étend pas au niveau de la métropole. La situation financière n'est pourtant pas des plus brillantes. Et l'endettement, là aussi, il a explosé. L'encours a décuplé à 192 millions d'euros fin 2019. Et par un arrangement que j'ai régulièrement dénoncé, la ville prenait même des charges qui étaient en fait pas de sa compétence pour soulager Metz Métropole. C'était tout à fait assumé. Ainsi, le Palais des Congrès, équipement qui relève du développement économique, donc de l'intercommunalité, que Dominique Gros a sciemment imposé au budget de Metz pour épargner la métropole croulant sous la dette du Métis. Et même métropole engagée dans la construction du palais de la métropole. On ne vous a pas entendu à l'époque. Et maintenant, vous allez inverser la pompe à financement. S'il doit y avoir, dites-vous, s'il doit y avoir de grands projets, ils seront financés par la métropole. Voilà qui va faire plaisir aux habitants de la métropole et aux maires. Parce qu'on ne vous a jamais entendu non plus, et là je dois dire que j'atteins le comble de la perplexité, on ne vous a pas entendu critiquer le Métis ou le Palais des Congrès jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant vous dites on aurait pu les mener à bien avec un coût moins élevé. Ce n'étaient pas donc les grands projets de Dominique Gros. En tant que deuxième vice-président de Jean-Luc Baule, maire de Wappy qui a largement bénéficié du Métis, vous avez aussi une part de responsabilité. Vous n'avez pas écouté les maires et les élus. Et je rappelle que lors de la délibération concernant le Palais des Congrès, il y avait 30% des élus qui s'y sont opposés grâce à un vote à bulletin secret. On n'aurait pas dû passer outre. Et maintenant, vous dites on ne va pas refaire l'histoire ? Je trouve ces propos très faciles. En réalité, on aurait dû les écouter, ces maires et ces élus, qui voulaient des investissements réfléchis, non pas du tout du passéisme et ne rien faire, mais des équipements réfléchis, des investissements pour améliorer notre activité économique, il fallait le faire. Notre réseau de transport, il fallait évidemment le faire. Mais ces élus opposés aux réalisations pharaoniques que vous reconnaissez maintenant. Même pour la ligne 3, je rappelle que l'année dernière, ou en début d'année, je ne sais plus, lors du vote du plan de déplacement urbain à la métropole, Jean-Luc Baule a déjà acté le fait que les équipements à venir, donc pour cette ligne 3, ne seraient pas des Métis, mais un TCSP, ce qui était bien le signe qu'on était allé trop loin. C'est très cher Métis, 1 million d'euros quasiment par véhicule, que j'ai tant de fois signalé à Metz Métropole en plus de leur coût pour leur manque de fiabilité. C'est un risque qui est toujours actuel et cette remarque que je faisais provoquait des réactions hostiles de certains. C'était aussi votre choix. Alors je vous répète ce que les médecins me disent aujourd'hui. On ne sait toujours pas ce que veut le maire. En 3 mois, un trimestre, on n'a pas remarqué de changement. On ne peut pas toujours invoquer la crise, les mauvaises surprises. C'est le mauvais signal, surtout, d'une incapacité à anticiper une situation qu'on pouvait analyser. Alors, je vous propose d'écouter mieux toute votre opposition et vos conseillers de bon sens. Je vous remercie.
Merci Madame Grollet. Je vous remercie. Madame Grollet. Je vous remercie. Alors cette présentation qui n'est pas votée, elle est habituellement l'occasion donc de remercier, de rendre hommage aux services municipaux. Et chaque élu a à cœur évidemment de le faire, sachant que les agents municipaux sont en quelque sorte la vitrine et les porteurs des politiques municipales et du service public auquel nous sommes tous attachés. Donc je rendrai aussi cet hommage, bien sûr, au nom de mon groupe également. Services municipaux qui, on n'en est pas dans le bilan, mais dans le retour sur cette année, ont vécu évidemment des périodes assez difficiles, qui sont d'abord le confinement et la crise économique, la crise sanitaire, tout ce qui en découle, la période électorale prolongée, avec le changement de municipalité, ce qui est aussi un surcroît de travail évidemment pour eux, et enfin, et on ne peut que le dire parce qu'on en a beaucoup de retours, la multiplication des tensions et des conflits qui font que tous les agents qui sont en relation avec le public aujourd'hui sont l'objet donc de beaucoup de difficultés. Il faut penser à eux particulièrement maintenant. Je retirerai donc de ce bilan d'activité, en effet, ça n'était pas la même municipalité, donc ça ne sert à rien de revenir devant ceux qui ne sont plus là sur le passé. En revanche, sur les attentes qui nous sont remontées en matière de service public, c'est d'abord une attente de sécurité, attente d'embauche de personnel, pour compléter les caméras potentielles. Monsieur Niel n'est pas là pour en parler, mais je voudrais revenir dessus, attendre d'une vraie sécurité. Et quand j'ai lu dans le feuilleton municipal sur le journal que votre adjoint à la tranquillité publique continue de parler du sentiment d'insécurité, d'un ressenti face aux incivilités constatées au centre-ville, je pense qu'on n'est pas prêt de voir la solution des problèmes avec ce type de conception. Je pense qu'il faut vraiment saisir la réalité du problème, qui ne concerne pas que la nuit et le centre-ville, qui concerne aussi tous les quartiers, qui concerne le jour, qui n'est pas que des incivilités, mais des problèmes de violence graves. Je rappelle que pendant le confinement, une femme est morte à 6h30 le matin, assassinée, donc c'est un procès qui doit se tenir, mais une Messine a perdu la vie, une Messine de 65 ans, en allant travailler pendant le confinement, a perdu la vie sous les couteaux d'un agresseur, et on ne peut pas continuer de dire que l'insécurité serait un sentiment dans notre ville. C'est vraiment prendre une très mauvaise direction. Donc besoin d'embauche de policiers municipaux. Et l'autre point sur lequel je voudrais porter l'attention, c'est celui du social, avec les besoins très forts qui augmentent au CCAS, où on voit venir des personnes, des publics qui jusqu'à maintenant ne venaient pas. Ce n'étaient pas des personnes en difficulté et qui, peu à peu, il y a une extension en fait, de ces difficultés, parfois conjoncturelles, parfois de fond, qui font que le personnel est débordé en permanence. Et quand je lis, pour avoir été au conseil d'administration du CCAS, et je terminerai là-dessus, que le campement donc, de Rome, qui est à Borny actuellement, va être résorbé, ce qui en souhaite une bonne chose, évidemment, personne ne souhaite des bidonvilles dans notre ville, mais que ce campement, que les habitants vont être relogés, alors que tant de personnes aujourd'hui attendent un logement décent. Il y a un manque criant de petits logements, notamment dans notre ville. Ces personnes on va régler la situation. Moi, je l'ai dit au conseil d'administration du CCAS, je n'y suis plus, je vous le dis en direct. Pour ce campement de Borny, il s'agissait, je le cite, d'un accompagnement renforcé pour une partie de ces personnes qui n'ont pas de titre de séjour afin de leur ouvrir des droits. Eh bien, il me semble que le droit
Il doit concerner nos concitoyens, il doit concerner les personnes qui sont venues et qui sont en règle avec la loi, mais pour des personnes qui n'ont pas de titre de séjour, qui ne sont pas venues régulièrement chez nous, eh bien l'accompagnement qu'on doit leur accorder, c'est de repartir dans leur pays. Cet accompagnement, qui n'a jamais été, qui a toujours été voté par ceux qui sont aujourd'hui vos colistiers, sur le campement de Louis-le-Lébonaire, il a coûté 150 000 € d'argent public. Sur le campement de Borny, 95 000 d'argent public entre l'État et la ville de Metz. Ce sont des dépenses complètement démesurées quand on voit l'état des besoins aujourd'hui en matière sociale pour nos concitoyens. Je vous remercie. Grollet avait... Alors, bon, Madame Grollet, puis Madame Bory. Ouais. Merci, Monsieur le maire. Oui, j'interviens globalement sur les deux points, le point qu'on a voté tout à l'heure et celui-là qui sont finalement dans la même politique. Les déclinaisons, donc les actions du contrat local de santé, qui sont des actions concrètes d'intérêt local, donc de prévention, puisque là on est dans les compétences de la municipalité et c'est là qu'on a toute notre place. Et l'avenant donc au contrat local de santé que nous voyons maintenant, il s'agit en fait de proroger l'ancien contrat local de santé sur 6 ou 7 mois. C'est pas dit précisément quand il va aboutir. Alors je le comprends, il y a énormément de partenaires. On est dans l'ajout et le surajout. Si plus de 6 mois pour renouveler un contrat de 3 ans, il ne faudrait pas non plus en arriver à ne pas avancer. C'est quand même révélateur des lourdeurs d'un système qui est, on le voit bien, à bout de souffle, le système de santé, dû à une complexité technocratique étouffante. Les orientations que vous nous proposez d'ores et déjà me semblent plutôt relever d'autre chose. On a la manie des plans aujourd'hui en France, qui est le plan régional de santé. Puisque vous émettez des vœux sur l'hôpital Le Gouest, sur les budgets alloués au système médical qui ne sont absolument pas du ressort de la ville, même si évidemment nous avons un intérêt et une volonté évidemment de peser là-dessus. Le plan régional de santé, il était tellement vaste et tellement complexe et tellement justement technocratique que ici au conseil municipal de Metz, la municipalité, donc PS En Marche, nous a incité à le voter en disant qu'il était très bien, alors que leurs collègues au niveau du conseil régional et vous-même ou Patrick Thiel s'en souviendra, leurs collègues socialistes et En Marche avaient voté contre en disant que c'était la pire des choses. Donc allez comprendre, c'est un signe que ces plans, on y trouve ce qu'on veut, ils n'engagent à rien finalement. Alors plutôt que de valider ces orientations parfois vraiment technocratiques, je préfère relayer l'appel au secours donc de la directrice générale de l'hôpital tout récemment et du docteur François Braun, disant que le personnel est épuisé, disant que la situation est pire qu'avant le Covid. Ce sont quand même des mots très forts, après ce qu'on a vécu ici à Metz. C'est vraiment une énorme désillusion, pour ceux qui se faisaient des illusions. Et là, s'il y a bien une action collective à remonter à Paris, c'est celle-là. Il est impossible de continuer comme avant, et apprenant en effet que des lits vont fermer, enfin d'hospitalisation ici en ville, sachant dans quel état aussi désespérant est l'hôpital de Jury. Quand on parle d'humaniser des lits, je pense que, chers collègues, vous comme moi, on est quand même vraiment choqués de ce genre de termes, qui sont des termes usuels, mais humaniser des lits, ça veut dire que jusqu'à maintenant, on est en dessous de l'humanité. Donc il faut vraiment, là il y a vraiment urgence là-dessus. Et vous comprendrez aussi
je profite pour le dire, notre jugement parfois sévère quand il y a de l'éparpillement de l'argent public dans des actions qui ne sont pas mauvaises en soi, parce que cet argent est si nécessaire pour les actions qui sont de notre compétence. Dans ce futur contrat local de santé, je voudrais qu'il n'y ait pas que des actions de soutien au système de santé, mais aussi encore des actions très concrètes comme elles ont toujours été, et notamment parmi les priorités, d'ajouter des actions pour prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées, avec des formations. Il y a des formations professionnalisantes qui sont faites aujourd'hui à l'Université de Lorraine et qui doivent permettre d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Je vous remercie. On va peut-être dans ce cas-là... bon, Madame Grollet. Oui, il y avait une autre question. Oui, Madame Grollet. Oui. Alors, dans la nuance également, je préciserai que les élus RN n'ont jamais approuvé à 100% ce dispositif pour la bonne raison qui n'est pas évidemment l'objectif d'avoir 100% d'écoliers bénéficiant d'activités culturelles, mais sur le concept de résidence d'artistes. Et nous l'avons formulé pendant tout le dernier mandat. Résidence artistique dans les écoles, est-ce que ça profite d'abord aux artistes ou d'abord aux écoliers? Quelle est la valeur formative en quelque sorte de ces résidences qui donnent avant tout la possibilité à un artiste de, je cite, mener une création, soulever une problématique de recherche en impliquant des jeunes citoyens, ou bien de s'adresser directement avec une éducation aux élèves. Ce qui est dommageable, c'est qu'on ne mette pas au premier plan les enfants eux-mêmes, ce qui devrait être d'ailleurs du ressort de l'éducation nationale, que toutes les écoles primaires bénéficient d'heures d'éducation artistique et musicale, de transmission d'une culture et de pratiques artistiques. Le diagnostic qu'on fait de l'école aujourd'hui, et les enseignants ne me contrediraient pas, c'est que les élèves sont dans des environnements culturels très hétérogènes, qu'il y a beaucoup de carences, beaucoup de manques, et on a vu hier ou avant-hier une étude transmise par l'éducation nationale montrant la faillite vraiment de ce système de transmission des savoirs fondamentaux à l'école. Je ne parle même plus de la culture et de la pratique artistique, mais aujourd'hui, 54% des enfants qui finissent leur CM2 ont des acquis fragiles, voire insuffisants en mathématiques. Ce qui vraiment est l'aveu d'une faillite. Et donc ce concept qui va d'abord donc permettre à un artiste de s'exprimer et qui finalement sur toute la scolarité, donc entre la première année de maternelle jusqu'au CM2, permettra à un enfant d'avoir vu une fois un artiste, d'avoir participé une fois à une action avec un artiste. Il coûte en réalité plus de 120 500 €, puisqu'il faut ajouter donc la Ligue de l'enseignement et la FOL qui ont 12 000 € par ailleurs par une convention triennale, et la Cité musicale qui bénéficie aussi de 15 000 € pour son action. Donc en réalité, c'est 150 000 € qui sont dépensés par an. Je rappelle qu'en 2014, c'était 70 000 €. Pour 1500, donc c'était 150 000 € vont être utiles à 1500 enfants sur les quasiment 10 000 écoliers de Metz. Est-ce que c'est vraiment la priorité à leur apporter? Je ne le crois pas. Et pour nous, donc, ce concept que vous prorogez, semble-t-il, pour un coût très important, doit être revu. Et je dirais juste un mot sur le passeport culturel qui a été lié à ce 100% EAC. Passeport culturel, depuis septembre 2018, a coûté, j'ai fait la demande à la ville de Metz, 17 000 €, sachant que beaucoup d'enfants ne le connaissent pas, beaucoup de parents ne l'ont pas eu physiquement entre les mains, et que imaginez que les enseignants vont prendre le temps, alors qui sont déjà débordés de paperasse et pas assez présents devant leurs élèves à leur goût, vont prendre le temps de récupérer ces passeports auprès des familles d'une année sur l'autre pour les remplir en fonction des activités artistiques faites par leurs enfants. C'était, nous l'avions dit à l'époque, pour nous, une dépense complètement superflue. Je vous remercie.
Bon, allez-y, Madame Boinson. Collègue Boinson, oui. Ouais. Pour le Centre Pompidou, de 800 000 visiteurs à son ouverture en 2010, la fréquentation est passée à 304 000 en 2019. Le Centre Pompidou de Metz perd régulièrement des visiteurs depuis plusieurs années. Ainsi, depuis 2014, l'affluence du Centre Pompidou de Metz stagne autour de 300 000 visiteurs par an. Le choix de Metz pour héberger la première antenne décentralisée du Centre Pompidou n'a pas été fait au hasard. Une situation en pleine ville, à 2 pas de la gare, de la ligne TGV et un avantage géographique avec le Luxembourg, l'Allemagne, soit un bassin de plus de 11 millions d'habitants. Le Centre Pompidou devait devenir un acteur majeur dans le paysage culturel du Grand Est de la France. En comparaison, notre musée Meussin a fait moins bien que le Louvre-Lens dans les Hauts-de-France, deuxième déclinaison régionale d'un grand monument parisien. Inauguré, lui, en 2012, il a accueilli plus de 530 000 visiteurs en 2019 et gagne chaque année des visiteurs alors que les deux musées affichent des tarifs assez proches. Il est nécessaire de trouver des nouvelles solutions pour relancer l'engouement du public pour le site qui fête cette année ses 10 ans. Le réveil est bien douloureux par son manque d'attractivité, même si, selon l'étude faite en 2018 par l'agence Inspire Metz, le Centre Pompidou a engendré plus de 12,8 millions d'euros de recettes pour l'économie locale, dans la restauration, l'hôtellerie, le commerce. Malgré ses atouts, le Centre Pompidou, depuis 2013, est un gouffre financier pour la ville de Metz, Metz Métropole et la région Grand Est. Cette année, donc, la ville de Metz attribuera 550 000 euros de subventions au Centre Pompidou, comme en 2017, 2018 et 2019. C'est pourquoi nous nous abstiendrons, tout en saluant le travail de la direction et de son équipe au service de la renommée internationale de notre ville, qui est aussi chère au cœur des élus RN. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Alors, notre groupe demande un vote séparé concernant ce point, puisqu'il est question d'attribuer une subvention à l'association Culture 21 à destination d'une dizaine d'enfants migrants dans le quartier du Sablon, ça a été dit, dans le but, je cite, de favoriser l'appropriation et l'expression culturelle. Petite parenthèse, je note au passage que l'appropriation culturelle, puisque c'est le terme consacré, est ici une chose positive. À l'inverse, on parle de domination, je cite, lorsqu'il s'agit des Européens, des Occidentaux, de poids, de mesure. Ensuite, vous parlez... alors, vous voulez donc nous faire voter une subvention de 2 000 euros. C'est une somme. Vous parliez tout à l'heure d'argent public. Eh ben, on est en plein dedans et je doute fortement que le contribuable messin voit d'un bon œil le financement d'un roman multimédia à destination de migrants clandestins. Clandestins, il faut le rappeler, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas reçu l'autorisation de venir et de se maintenir sur le territoire national. Ils sont dans l'illégalité, sous couvert parfois du statut de réfugié, le fameux droit d'asile qui est devenu une filière de l'immigration illégale. Quand on sait à titre de comparaison que des associations faisant rayonner notre patrimoine comme la Maison Verlaine reçoivent 2 fois moins de subventions de la ville de Metz, il faudrait procéder à un rééquilibrage. Alors je sais que vous arrivez, mais je vous fais passer l'information, il faut remanier les priorités. Enfin, vous êtes maire depuis maintenant 3 mois, un maire de droite, paraît-il. Donc ce genre de délibération, je pense que quand je lis ce genre de délibération, je me dis que nous n'en avons pas terminé que les dérives sociétales et gauchisantes de Dominique Gros. Je vous remercie. Alors, Madame Voinson, puis Monsieur Marx. Y a-t-il d'autres demandes? Bon, Madame Voinson. Donc, dans le cadre du contrat de délégation du service public, l'exploitation du golf a été confiée donc à la SARL Garden Golf de Metz Technopole depuis 14 ans. Depuis la signature de ce contrat en date du 15 juin 2006, le chiffre d'affaires n'a cessé de progresser pour passer de 300 000 euros à 907 632 euros hors taxes pour le dernier bilan 2018, selon le rapport annuel de délégation du service public.
Nous constatons que ce partenariat est positif et participe au dynamisme du technopole et de toute l'agglomération médecine. La redevance pour la ville de Metz est identique à celle des exercices antérieurs, avec une redevance d'affermage de 18 750 € hors taxes non indexées et 1153,40 indexés soit une somme de 19 903 € annuels. Quels seront les montants de ces redevances en 2021, sachant qu'un troisième golf a vu le jour au déconfinement dans la métropole messine, après ceux de Technopole et de Marly, Metz Golf Academy, située à Longeville-les-Metz, sur l'île Saint-Symphorien. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Je vais profiter de ce point pour évoquer de manière plus générale la question étudiante à Metz. Donc cette manifestation, en effet, ponctue la rentrée avec l'accueil des étudiants qui participent à la vitalité d'une ville attractive. Mais la préoccupation des étudiants, elle est d'abord d'ordre pratique. Il ne faut pas se voiler la face sur le sujet. Les difficultés actuelles pour les étudiants, on les connaît, notamment liées à la crise sanitaire qui a frappé tout le monde, mais plus spécifiquement les étudiants. Il s'agit de rattraper des stages obligatoires annulés à cause de cette situation, ce qui a aussi conduit, concernant les départs Erasmus, à être ou retardés ou annulés. C'est aussi une difficulté lorsqu'il s'agit de décrocher un emploi à l'issue de la formation, alors que l'économie française voit s'accumuler les nuages. Du reste, il ne faudrait pas mettre tout sur le dos de la conjoncture. Cela ne suffit pas à excuser des décennies de sous-investissement du fait des responsables politiques successifs, faisant que l'on étudie et on se loge dans des conditions juste indignes d'un pays et d'une grande ville. Il y a fort à faire, comme par exemple la rénovation du Solcy. Le site ne donne plus vraiment envie aux étudiants. On y trouve des bâtiments vétustes extérieurs comme intérieurs, comme entre autres celui des sciences humaines, mais il y a aussi des atouts concernant ce site. C'est une île, avant toute chose. La nature y occupe une bonne place et c'est un cadre magnifique au bord de l'eau et en cœur de ville, mais obscurci par des problèmes d'insécurité, d'incivilité et les difficultés que rencontrent les étudiants pour se garer, évidemment, car tout le monde ne peut pas venir au Solcy à vélo, en métis ou même à pied. Donc il faudrait proposer d'instaurer, concernant ce sujet, un pass, une sorte de pass, pour que l'ensemble du stationnement soit réservé aux étudiants, aux enseignants et à l'ensemble du personnel du site. Enfin, en termes d'animation, on pourrait, par exemple, nous vous proposons une version messine de ce que constituent les nocturnes étudiantes, qui se trouvent à Nancy et qui rassemblent chaque année près de 12 000 participants. Donc ce sont des nocturnes qui consistent à faire des visites gratuites des musées la nuit, par définition, et qui proposent différents ateliers, notamment avec le numérique. Donc c'est une manière assez pédagogique de voir la chose. Et donc il faut se donner les moyens de faire de Metz une grande ville étudiante sans nécessairement partir en croisade contre une autre cité. Je vous remercie. Madame Grellet. L'aide au transport des mercredis, évidemment, elle est nécessaire et elle le restera tant qu'il le faut. Cela dit, je partage tout à fait les inquiétudes concernant la réorganisation en cours d'année, alors que la rentrée est faite déjà dans des conditions difficiles. Pour les parents, pour les associations périscolaires, pour les enseignants, c'est quand même un gros bouleversement. Ça vous oblige à faire 2 rentrées, alors que pendant la période du post-confinement, il y a eu aussi des à-coups comme ça. Je pense que ça n'est pas un cadeau, même si la réforme qui est proposée me semble peut-être meilleure pour le rythme des enfants. Et je rebondirai sur un autre à-coup, un autre problème qui se pose actuellement. Le 18 septembre, les parents de 5 écoles messines ont reçu un mail les informant que le périscolaire d'Arc-en-Ciel était supprimé du jour au lendemain en raison d'un cas de Covid chez un animateur. Et donc les parents se sont retrouvés sans aucune solution de remplacement.
ça n'est pas non plus une catastrophe subite. On sait qu'il faut se préparer à ce genre de fermeture. Et je trouve... j'ai été saisie évidemment par des parents qui, plus que moi, trouvent vraiment anormal que la municipalité n'ait pas prévu une solution de remplacement avec des ATSEM éventuellement, des personnes prêtes à accueillir les enfants dont les parents n'avaient pas d'autre choix. On les a vraiment mis en difficulté, alors que c'était vraiment de la responsabilité de la municipalité. Je voudrais savoir si, entre-temps, il y a eu une réflexion pour prévenir d'autres problèmes de ce genre. Je vous remercie. Oui, Monsieur Lalou et Monsieur Bouvet. Merci, Monsieur le maire. Alors, notre groupe émet des réserves sur ce point. Il ne nous paraît pas opportun de mobiliser autant d'argent public, là aussi, avec de tels aléas sanitaires. Nous vous proposons de revoir l'organisation de ce rendez-vous des associations et également éventuellement de remanier le nom, qui ne s'y pas très bien à la jeunesse. Voilà. Je vous remercie. Oui, Madame Boisson. Merci, Monsieur le maire. Donc, en entrant dans le cimetière, le crématorium est accessible et situé au sud du cimetière. Le crématorium de Metz est également accessible depuis la passe des Hauts-Peupliers. Avec 1261 crémations en 2018, il nous paraît indispensable de créer un complément de places de parking. Surtout que le crématorium propose 2 salles de recueillement, donc une de 20 et de 120 personnes. Par contre, nous constatons qu'il y a un problème sur la signalétique au niveau de l'accès du crématorium quand les gens viennent au cimetière, en fait. Souvent, ils se rendent compte qu'au cimetière crématorium, il y a un petit panneau qui donc vous dirige vers l'avenue de Strasbourg. Mais ensuite, avec la circulation, etc., les gens sont un petit peu perdus, surtout les gens qui ne sont pas de Metz, les Messins. Voilà, donc on demande juste s'il était possible également de revoir la signalétique. Je vous remercie. Madame Grollet. Monsieur le maire, j'interviendrai en une fois sur les deux CRAC des 2 AC, les 2 comptes rendus d'activité donc de ces 2 AC, parce que finalement elles sont assez intéressantes sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure au début de ce conseil, sur ce que vous aviez découvert sur la gestion du foncier et les décisions prises. Ce sont 2 ZAC, les Coteaux de la Seille et celle qui est vue dans le point suivant, la ZAC du Sansonnet, qui ont ambitionné d'être des écoquartiers. La première est toujours sur les sites commerciaux présentés comme un écoquartier, alors qu'elle ne l'est pas, elle ne le sera jamais. Ce qui semble de toute façon aller de soi pour quand on prend 32 hectares à des terres agricoles qui étaient exploitées par des agriculteurs et qui se retrouvent bétonnées. Et la deuxième a été admise à concourir en fait au label d'écoquartier, mais il faut attendre qu'elle soit terminée pour l'obtenir. Et elle a été, prise sur des terres maraîchères, les meilleures terres maraîchères de Metz. Devant les ponts était le potager de Metz, avec des expropriations de maraîchers, d'habitants, pour, là encore une fois, construire des cubes de béton, ce qui est vraiment inacceptable. Alors ça n'a pas été perdu pour tout le monde, les 2 axes font partie de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, donc des gros bénéfices pour certains. L'agence soliogé.com qui a bétonné une bonne partie donc des espaces disponibles dans notre ville.
Ça a été perdu donc pour la diversité, pour la biodiversité, pour l'alimentation saine et locale, et ça a été une perte aussi pour les habitants, puisque la première ZAC, celle des Coteaux de la Seille, on nous demandait donc de voter un retard dans l'échéancier de remboursement et dans les avances de trésorerie à la SAREM, parce que cette ZAC est en panne, elle date quand même de 2012, on est à 27% de réalisation des logements, malgré l'extension, ce qui au début ça devait être que des immeubles, et puis finalement l'ancien adjoint à l'urbanisme avait accepté d'avoir des projets aussi de petites maisons, mais on est loin du compte, et je pense qu'on le restera longtemps, et les gens qui ont acheté dans cette ZAC ne voient pas les équipements urbains correspondants. Il y a vraiment de gros problèmes d'aménagement pour eux. Ils ne sont pas prêts de voir non plus une extension des transports en commun. Enfin, ils ont vraiment... ils ont perdu beaucoup. Et pour la ZAC du Sansonnet, je signale, puisqu'on y reviendra forcément, Madame Agamemnon, vous avez évoqué tout à l'heure la belle action des habitants du quartier de Devant les Ponts pour empêcher que la caserne des Vallières ne soit démolie. C'est vrai que c'était certains sans aucun état d'âme s'apprêtaient à détruire ce bâtiment qui est de grande valeur, qui était là depuis plus de 100 ans et qui durerait encore allègrement 100 autres années, alors que ceux qui étaient construits, c'est quand même juste en face de la ZAC du Sansonnet, par facilité, on est allé construire sur des terres maraîchères de qualité, alors qu'on avait en face une caserne et des bâtiments annexes qui, eux, ont été détruits et qui étaient aussi de qualité et intéressants. C'est vraiment... enfin, je n'ai pas de mots. C'est vraiment une perte pour notre patrimoine. Cette caserne finira... elle a failli être coupée en deux, elle finira par être rendue habitable, et c'est une bonne chose, et les murs entourant la caserne seront démolis pour rendre le quartier plus agréable aussi, mais en attendant, donc je signale aussi que sur cette ZAC du Sansonnet, les constructions ne sont pas du tout à la hauteur des espérances, et certaines personnes qui avaient acquis qui étaient en cours d'acquisition donc de maisons avec l'OGS notamment, sont bien déçus de l'état de leurs biens. Et ça ajoute à tout ce qui est néfaste dans cette politique d'urbanisation qui a été le fait de la ville de Metz. Et pour terminer, on a passé... en la dernière commission urbaine, enfin au niveau de la métropole, le CRAC, le compte-rendu d'activité du Technopole 2. Donc tous ces problèmes que nous avons pu observer au niveau de la ville de Metz, tous les élus métropolitains ont pu les observer à condition de lire les comptes rendus d'activité des ZAC. Je ne vous ai pas entendu, monsieur le maire, en tant qu'élu métropolitain, vous prononcez jusqu'à maintenant sur le Technopole 2, qui était exactement les mêmes dérives, puisque ce sont aussi des terres agricoles, des terres naturelles. Vous avez dit que l'urbanisation à but d'habitation serait supprimée, ne serait pas poursuivie. Et puis, en ouvrant le compte-rendu d'activité de 2019, je découvre que maintenant que tout est passé, tout l'urbanisme est passé au niveau de la métropole, on est obligé donc de regarder les dossiers au niveau de la métropole pour savoir ce qui concerne notre ville, ce qui est vraiment pas correct. Je découvre que la modification de PLU de la ville de Metz, la modification du PLU pour rendre ce Technopole 2 urbanisable, a été retoquée par le préfet, parce que donc le 21 octobre 2019, le préfet donc a finalement stoppé de lui-même le développement de ce Technopole 2, parce que à cause d'une saturation routière, une congestion aux heures de pointe, chose que nous avions dite entre parenthèses, et donc on demande une étude de trafic
actuellement à la SAREM, mais cette ZAC ne peut pas continuer comme telle. Alors est-ce que c'est vraiment une volonté donc d'améliorer donc le bilan vert de notre ville, ou est-ce que c'est la suppression donc de cette possibilité par l'avis du préfet qui vous a fait changer d'avis? La question reste entière, mais pour les 100 personnes qui ont acheté, 100 familles qui ont déjà acheté des logements, qui ne verront, puisque l'urbanisation ne va pas continuer, qui ne verront jamais les commerces, les transports en commun venir à eux aussi ont tout perdu. Je vous remercie. Prenez la parole, Madame Grellet. Ce sera juste pour dire que nous voterons contre, dans la cohérence de ce que nous avons toujours défendu depuis des années, et pour vous demander à la majorité actuelle, dans ce cas-là, d'avoir aussi cette cohérence sur les coteaux, sur la ZAC du Technopole 2. Qu'est-ce que vous avez voté? Là, vous avez fait énormément de critiques contre la conception de cette ZAC, mais je ne crois pas que vous soyez abstenu le CRAC a été présenté il y a 15 jours au niveau de la métropole. La situation est exactement la même. Et je vous signale aussi, peut-être pour intervention, que sur le site de la SAREM, il est toujours inscrit que les coteaux de la Seille sont un éco-quartier. Bien, je vais vous quoi, vous en faites si vous le souhaitez. Bon, et puis je vais... Oui, Madame Wallet, c'est pour votre question. Vous ne l'avez pas oublié, hein Ah non, sur les décisions oui. D'accord, allez-y. Alors, j'aurais voulu que vous nous donniez quelques informations concernant la décision prise... signé par Monsieur Niel concernant le MESMAG, puisque je lis dans les décisions qu'un marché subséquent a été passé à partir d'un accord cadre avec l'imprimeur de MESMAG, qui est dans le département 77, pour l'impression d'un hors-série pour septembre 2020, 28 pages. Je pense que ça correspond au MESMAG qu'on a reçu, qui n'est donc pas un hors-série. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en est? Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. La préoccupation des habitants de Mesqueleu, et particulièrement des usagers de l'église de l'Immaculée Conception, est grande au sujet des antennes de téléphonie mobile installées dans le clocher de l'église. Le 1er mars 2020, une réunion d'information avec une centaine de riverains a eu lieu sur place, avec certains candidats aux élections municipales qui ont pris des engagements. La ville de Metz est propriétaire de l'église de Queuleux. L'ancienne municipalité a signé une nouvelle convention de mise à disposition du clocher avec des opérateurs téléphoniques pour l'installation d'antennes relais en date du 18 juillet 2018, sans consulter le curé, sans respecter la servitude cultuelle et les droits du conseil de fabrique, ni la présence d'un nichoir abritant des faucons pèlerins, une espèce protégée. Le dispositif installé sur le clocher dégradait fortement cet édifice patrimonial. Courant septembre 2020, ces panneaux ont enfin été démontés, améliorant l'aspect visuel, mais les problèmes de fond restent présents. Il nous paraît nécessaire d'effectuer un état des lieux sur le positionnement et la puissance émise par ces antennes et une étude de sécurité sur la santé publique, alors qu'à proximité, des centaines d'enfants fréquentent des établissements publics et privés. Pourquoi la manne financière dégagée par l'exploitation d'antennes relais n'est pas partagée avec ceux qui en subissent les effets? Enfin, se pose la question de la sécurité et des responsabilités en cas de sinistre, sachant que le clocher de l'édifice est en libre accès par des employés des différents opérateurs, sans même que le curé de la paroisse en soit informé. Une charte des bonnes pratiques entre l'AMF, l'Association des maires de France, et l'Association française des opérateurs mobiles, l'AFOM, est applicable depuis le 28 avril 2004, avec comme objectif d'organiser une concentration locale et d'apporter des réponses aux inquiétudes des administrés. Elle permet d'être informé le plus en amont possible des projets avec des opérateurs,
à chaque projet d'implantation ou modification substantielle d'une antenne installée et des projets des opérateurs. La ville de Metz a-t-elle signé cette charte? Et sinon, allez-vous vous y engager? Je vous remercie, monsieur le maire.